Chapitre 9. Daria Alexandrovna, un mouchoir sur la tête, entourée de tous ses petits baigneurs aux cheveux mouillés, approchait de la maison lorsque le cocher lui dit « Voilà quelqu'un qui arrive. Je crois que c'est le monsieur de Pokrovskoye. » Daria Alexandrovna regarda devant elle et reconnut avec joie, en manteau et chapeau gris, la silhouette familière de Lévin qui venait à leur rencontre. Elle était toujours heureuse de le voir, mais en ce moment, elle était ravie de se montrer à lui dans toute sa gloire. Personne, mieux que Lévin, ne pouvait comprendre sa grandeur. En l'apercevant, il se crut devant un des tableaux de son futur bonheur conjugal, tel qu'il l'imaginait. « Vous êtes une vraie mère poule, Daria Alexandrovna. Ah, comme je suis contente de vous voir, lui dit-elle en lui tendant la main. Pourtant, vous ne m'aviez pas fait prévenir. Mon frère est chez moi. C'est Stiva qui m'a envoyé un mot pour me dire que vous étiez ici. » Stiva ? Demanda Daria Alexandrovna avec étonnement. Oui, il m'a écrit que vous étiez venu vous installer ici, et je pense que vous me permettrez de vous aider, si je le puis, dit Lévin. Lorsqu'il lui dit ces mots, il perdit brusquement contenance et, s'interrompant, il continua à marcher à côté de la voiture, sans mot dire, en arrachant des pousses de tilleul qu'il mordillait. Il avait songé que Daria Alexandrovna trouverait pénible qu'un tiers vînt lui offrir l'aide qui lui était due par son mari. En effet, cette façon de Stepan Arkadievitch de se décharger sur les autres de ses obligations familiales déplut à Dolly. Et elle devina aussitôt que Lévin le comprenait. Elle lui sut gré de sa délicatesse et de son intuition. « J'ai bien compris, » dit Lévin, « que c'était une façon de me dire que vous désiriez me voir, et j'en suis très heureux. Mais j'imagine que vous devez vous sentir dépaysé à la campagne. Si c'est nécessaire, je suis à votre entière disposition. »« Oh non, » dit Dolly. « Les premiers temps ont été difficiles, mais maintenant, tout est arrangé, grâce à ma vieille bonne, » dit-elle en montrant Matrena Filimonovna, qui comprit qu'on parlait d'elle et sourit à Lévin d'un air gai et amical. Elle le connaissait, savait que ce serait un bon parti pour la demoiselle, et souhaitait que ce mariage se fît. « Montez donc, nous nous serrerons un peu, » lui dit-elle. « Non, je préfère continuer à pied. Et les enfants, qui vient faire la course avec les chevaux ?» Les enfants connaissaient très peu Lévin. Ils ne se souvenaient pas de l'avoir vu, mais ils ne montrèrent pas en sa présence cet étrange sentiment de timidité et de répulsion que les enfants éprouvent si souvent envers les grandes personnes hypocrites et pour lesquelles ils sont si fréquemment et si sévèrement punis. L'hypocrisie peut tromper l'homme le plus fin et le plus pénétrant, mais l'enfant le plus borné la reconnaît et s'en détourne, si habilement dissimulée soit-elle. Quels que fussent les défauts de Lévin, il n'était pas hypocrite le moins du monde. Aussi, les enfants lui témoignèrent-ils la même amitié qu'ils lisaient sur son visage. À son invitation, les deux aînés sautèrent aussitôt en bas de la charrette et coururent à côté de lui aussi simplement que s'ils couraient avec leur bonne, Miss Hull, ou leur mère. Lily demanda aussi à les rejoindre, et Dolly la passa à Lévin. Il l'assit sur son épaule et se mit à courir. « Ne craignez rien, Daria Alexandrovna, » dit-il en souriant gaiement à la mère. « Je ne la laisserai pas tomber. » Et voyant combien il était prudent et adroit dans ses mouvements, la mère se tranquillisa et lui adressa un sourire enjoué et approbateur. Ici, à la campagne, en compagnie des enfants et de Daria Alexandrovna qui lui était sympathique, Lévin fut pris de cette humeur joyeuse et enfantine qu'il montrait souvent et que Daria Alexandrovna aimait tout particulièrement en lui. Tout en courant avec les enfants, il leur apprenait la gymnastique, amusa Miss Hull avec son mauvais anglais et décrivit à Daria Alexandrovna ses occupations. Après le dîner, Daria Alexandrovna, assise seule avec lui sur le balcon, amena la conversation sur Kitty. « Vous savez, Kitty va venir passer l'été ici avec moi. »« Vraiment ?
fit-il en rougissant, et aussitôt, pour changer de sujet, il dit « Alors, je vous fais envoyer 2 vaches? Si vous tenez absolument à me les payer, vous me donnerez 5 roubles par mois, à moins que cela ne vous fasse honte. » « Non, merci. Nous nous sommes arrangés. » « Bon, mais j'irai voir vos bêtes et, si vous le permettez, je donnerai des instructions pour le fourrage. Tout est dans le fourrage. » Et Lévin, pour se détourner la conversation, exposa à Daria Alexandrovna une théorie sur l'exploitation laitière qui faisait de la vache une simple machine destinée à transformer le fourrage en lait, etc. Tout en discourant, il désirait tout à la fois ardemment et redoutait d'avoir des nouvelles de Kitty. Il craignait de voir détruire un équilibre acquis si péniblement. « Oui, mais il faut surveiller toutes ces opérations. Qui s'en chargera ?» lui répondit Daria Alexandrovna sans conviction. Maintenant qu'elle avait mis de l'ordre dans son domaine à l'aide de Matrena Filimonovna, elle ne désirait plus rien y changer. Et d'ailleurs, elle ne se fiait pas à la science de Lévin en matière d'élevage. Les considérations sur la vache en tant que machine à fabriquer du lait étaient suspectes. Elle pensait que tout cela était beaucoup plus simple. Il suffisait, ainsi que lui avait expliqué Matrena Filimonovna, de donner plus de fourrage à Blanchette et à la mouchetée, et de veiller à ce que le cuisinier n'allât pas porter l'eau de vaisselle à la vache de la blanchisseuse. C'était clair. Mais les dissertations sur l'alimentation farineuse et fourragère étaient sujettes à caution. Et, surtout, elle voulait parler de Kitty. Chapitre 10. Kitty m'écrit qu'elle ne désire rien tant que la solitude et le repos, reprit Dolly après un silence. Va-t-elle mieux ? Demanda Lévin avec émotion. Dieu merci, elle est tout à fait rétablie. Je n'ai jamais cru à une maladie de poitrine. Ah, j'en suis bien heureux, dit Lévin, et Dolly crut voir une expression de détresse touchante sur son visage, tandis qu'il disait cela et la regardait sans mot dire. Écoutez, Constantin Dmitrich, dit Daria Alexandrovna en souriant de son bon sourire légèrement moqueur. Pourquoi en voulez-vous à Kitty ? Moi ? Je ne lui en veux pas, dit Lévin. Si, vous lui en voulez. Pourquoi n'êtes-vous venu ni chez nous, ni chez mes parents quand vous avez passé à Moscou ? Daria Alexandrovna, dit-il en rougissant jusqu'à la racine des cheveux. Je m'étonne qu'avec votre bonté vous ne compreniez pas. Comment n'avez-vous pas tout simplement pitié de moi alors que vous savez... Qu'est-ce que je sais ? Que vous savez que j'ai fait ma demande et qu'on m'a refusé, fit Lévin. Et toute la tendresse qu'une minute auparavant il éprouvait pour Kitty céda la place dans son âme au ressentiment. Pourquoi croyez-vous que je le sais ? Parce que tout le monde le sait. C'est là que vous vous trompez. Je ne le savais pas, mais je m'en doutais. Eh bien, maintenant, vous êtes au courant. Je savais seulement qu'il s'était passé quelque chose qui la tourmentait horriblement, et elle m'avait prié de ne jamais en parler. Si elle ne s'en est pas ouverte à moi, c'est qu'elle ne l'a dit à personne. Qu'y a-t-il donc eu entre vous ? Dites-le moi. Je vous l'ai dit. Quand ? La dernière fois que je suis venu chez vous. Je vais vous dire une chose, fit Daria Alexandrovna. J'ai affreusement pitié d'elle. Vous souffrez uniquement dans votre fierté. Peut-être, dit Lévin, mais... Elle l'interrompit. Mais la pauvre gamine me fait grand pitié. Maintenant, je comprends tout. Vous m'excuserez, Daria Alexandrovna, dit-il en se levant. Je vous quitte. Au revoir. Non, restez, dit-elle en le retenant par la manche. Restez, asseyez-vous. Je vous en prie, ne parlons plus de cela, dit-il en se rasseyant.
et en se sentant au même moment que l'espoir qu'il croyait enseveli se ranimait et ressuscitait dans son cœur. « Si je n'avais pas d'affection pour vous, dit Daria Alexandrovna, et des larmes lui vinrent aux yeux, si je ne vous connaissais pas comme je vous connais. » Le sentiment qui semblait mort revenait à la vie, avec force, et reprenait possession du cœur de Lévin. « Oui, maintenant, j'ai tout compris, poursuivait Daria Alexandrovna. Vous ne pouvez pas savoir, vous autres, hommes, vous êtes libres, vous avez le choix, vous voyez clairement qui vous aimez. Mais une jeune fille qui attend, qui doit s'en tenir à la réserve, une jeune fille qui ne vous voit que de loin, prend tout pour argent comptant. Parfois, elle n'est pas capable elle-même de démêler ses sentiments. Oui, si son cœur ne parle pas. Si, son cœur parle, mais réfléchissez. Vous avez des vues sur une jeune fille. Vous venez chez ses parents, vous faites connaissance, vous l'observez, vous attendez de trouver en elle ce que vous aimez, et quand vous êtes sûr d'être amoureux, vous demandez sa main. Non, cela ne se passe pas tout à fait ainsi. Peu importe. Vous demandez sa main lorsque votre amour est mûr, ou lorsqu'entre deux possibilités, l'une l'emporte, mais on ne demande pas l'avis de la jeune fille. On voudrait qu'elle choisisse elle-même, or elle ne le peut pas. Elle ne peut que répondre oui ou non. Il s'agit du choix entre Vronsky et moi, songea Lévin. Et le mort qui revenait à la vie, au fond de lui-même, mourut une seconde fois, pesant douloureusement sur son cœur. « Daria Alexandrovna, dit-il, on choisit ainsi une robe ou quelque emplette, mais non l'amour. Le choix a été fait, et c'est tant mieux. Cela ne se recommence pas. » « Ah, l'orgueil, toujours l'orgueil, dit Daria Alexandrovna, comme si elle le méprisait pour la bassesse de ce sentiment, en comparaison de cet autre sentiment que les femmes sont seules à connaître. Lorsque vous avez fait votre demande à Kitty, elle était justement dans cette situation où elle ne pouvait répondre. Elle hésitait entre vous et Vronsky. Elle le rencontrait tous les jours, tandis qu'elle ne vous avait pas vu depuis longtemps. Si elle avait été plus âgée, moi, par exemple, je n'aurais pas hésité un instant. Il m'a toujours été antipathique. Lévin se souvint de la réponse de Kitty. Elle avait dit « Non, c'est impossible. » « Daria Alexandrovna, dit-il sèchement, j'apprécie votre confiance en moi, mais je crois que vous vous trompez. À tort ou à raison, cet orgueil que vous méprisez tant m'interdit de penser à Catherine Alexandrovna. Vous comprenez ? Il me l'interdit absolument. Je veux vous dire encore ceci. Je vous parle de ma sœur que j'aime comme mes propres enfants. Je n'ai pas dit qu'elle vous aimait, j'ai seulement voulu dire que son refus à ce moment-là ne signifiait rien. J'ignore si vous comprenez le mal que vous me faites, dit Lévin en se levant brusquement. C'est comme si un de vos enfants était mort, et qu'on vint vous dire « Il aurait pu être ceci, cela, il aurait pu vivre, et vous apporter de la joie, mais il est mort, mort, mort. » Comme vous êtes bizarre, dit Daria Alexandrovna en contemplant l'émotion de Lévin avec un sourire triste. Oui, je comprends de mieux en mieux, reprit-elle d'un air songeur. Alors, vous ne viendrez pas nous voir lorsque Kitty sera ici? Non, bien entendu, je ne fuirai pas, Catherine Alexandrovna, mais chaque fois que je le pourrai, je m'efforcerai de lui éviter le désagrément de ma présence. Vous êtes vraiment bizarre, répéta Daria Alexandrovna en le regardant avec tendresse. C'est bon. Mettons que nous n'ayons rien dit. Que viens-tu faire, Tania ? Dit-elle en français à la petite fille qui entrait. Où est ma pelle, maman ? Je te parle en français, réponds-moi en français. La fillette voulut obéir, mais elle avait oublié comment on disait pelle en français. Sa mère lui souffla, puis lui dit, toujours en français, où se trouvait sa pelle. Cela fit mauvaise impression à Lévin. Tout maintenant, la maison, les enfants, lui paraissait moins agréable qu'avant. Pourquoi donc parle-t-elle français à ses enfants ? Songe-t-il. Comme c'est faux et artificiel. Les enfants eux-mêmes s'en rendent compte. On leur apprend le français et on leur désapprend la sincérité.
se disait-il à part lui, sans savoir que Daria Alexandrovna s'était déjà répété cela 20 fois et avait néanmoins jugé indispensable, malgré l'atteinte portée à la sincérité, d'apprendre les langues étrangères de cette façon à ses enfants. Vous n'êtes pas pressé, restez un peu. Lévin resta jusqu'au thé, mais son entrain avait disparu et il se sentait mal à l'aise. Après le thé, il se rendit dans l'antichambre pour donner l'ordre d'atteler. Lorsqu'il revint, il trouva Daria Alexandrovna bouleversée, le visage défait et les yeux pleins de larmes. Pendant l'absence de Lévin, s'était produit un incident qui avait instantanément détruit pour Daria Alexandrovna le bonheur de la journée et la fierté que lui avaient inspiré ses enfants. Gritcha et Tania s'étaient battus pour une balle. Daria Alexandrovna, entendant leurs cris, était accourue dans la chambre d'enfants et les avait trouvés dans un état affreux. Tania était agrippée aux cheveux de Gritcha et celui-ci, défiguré par la colère, la bourrait de coups de poing. Quelque chose s'était rompu dans le cœur de Daria Alexandrovna à ce spectacle. Sa vie lui avait semblé envahie par les ténèbres. Elle avait compris que ses enfants, dont elle était si fière, étaient non seulement des plus ordinaires, mais même méchants, mal élevés, avec des penchants grossiers et cruels. Incapable de penser à autre chose, ni de s'entretenir d'un autre sujet, elle dépeignit son malheur à Lévin. Lévin, la voyant malheureuse, s'efforça de la consoler. Il lui dit que cela n'avait rien d'inquiétant, que tous les enfants se battaient, mais tout en disant cela, Lévin pensait au fond de lui-même. Non, je ne m'évertuerai pas à parler français à mes enfants. Les miens seront bien différents. Il suffit de ne pas gâter, de ne pas déformer les enfants pour qu'ils soient charmants, oui. Mes enfants seront bien différents. Il prit congé et s'en alla. Elle ne le retint point. Chapitre 11. À la mi-juillet, l'ancien du village de la sœur de Lévin, qui se trouvait à 20 verstes de Borskovskoye, vint lui faire son rapport sur la marche de l'exploitation et sur la fenaison. Le principal revenu de cette terre provenait des prés inondés au printemps. Les années précédentes, les paysans les louaient 20 roubles l'arpent. Lorsque Lévin avait pris le domaine en main, il était allé faire l'inspection de ses prés, et trouvant qu'il valait davantage, en avait monté le prix à 20 roubles l'arpent. Les moujiks avaient refusé le nouveau tarif et, comme l'avait redouté Lévin, avaient découragé les autres acheteurs. Alors Lévin s'était rendu lui-même sur les lieux et avait fauché les prés en partie par des journaliers, en partie à son compte. Les paysans s'étaient opposés par tous les moyens à cette innovation. Le travail avait cependant été fait et, dès la première année, les prés avaient rapporté près du double. Les 2 années suivantes, Lévin avait rencontré la même résistance et la rentrée des foins s'était faite dans les mêmes conditions. Cette année, les moujiks avaient accepté de faucher les prés contre un tiers de la récolte et, aujourd'hui, l'ancien venait annoncer que la fauchaison était achevée. Craignant la pluie, il avait convié le commis du bureau et procédé en sa présence au partage. On avait mis de côté les 11 meules qui revenaient au maître. La confusion des réponses du moujik, lorsqu'il lui avait demandé la quantité de foin fauché sur le grand pré, sa hâte à répartir le foin sans y avoir été autorisé, toute son attitude convainquirent Lévin qu'il y avait là quelque malice et il décida d'aller lui-même tirer l'affaire au clair. Arrivé au village à l'heure du dîner, il laissa son cheval chez le mari de la nourrice de son frère et alla rejoindre le vieux à son rucher, car il désirait lui demander des détails sur la rentrée des foins. Parménicte, un beau vieillard à la langue bien pendue, accueillit Lévin avec joie, lui montra toute son installation, lui parla abondamment de ses abeilles et de l'essaim de l'année,
Mais aux questions de Lévin sur la fenaison, il répondit évasivement et de mauvaise grâce. Cela confirma Lévin dans ses soupçons. Il se rendit dans les prés et examina les meules. Elles se pouvaient faire 50 charretées chacune. Pour confondre les moujiks, Lévin ordonna d'amener sur le champ une des charrettes, d'y charger le foin et de le transporter dans la grange. La meule fournit seulement 32 charretées, malgré les protestations du staroste, qui prétendait que le foin avait dû se tasser une fois en meule, et qui jurait tous ses grands dieux que tout s'était passé honnêtement. Lévin tint bon. Il dit que le foin avait été réparti sans son ordre et que, par conséquent, il ne l'acceptait pas à 50 charretées la meule. Après de longues délibérations, on décida que les moujiks prendraient ces 11 meules pour eux et qu'on ferait un nouveau partage pour le maître. Les pourparlers et le partage des gerbes durèrent jusqu'à l'heure de la collation. Lorsque le reste du foin fut réparti, Lévin, confiant la surveillance des opérations ultérieures au commis, alla s'asseoir sur un melon marqué par une branche de cytise et prit plaisir à la vue du pré fourmillant de monde. Devant lui, dans un coude de la rivière, derrière un marais, une procession bariolée de femmes avançait, faisant retentir l'air de leurs voix sonores, et le foin retourné s'allongeait derrière elles sur le fond vert clair du regain en lignes grises et sinueuses. Derrière les femmes venaient des paysans armés de fourches, et le foin était assemblé en melons rebondis. À gauche, sur un pré déjà fauché, les télègues arrivaient en grinçant, l'un après l'autre, par énormes brassées. Les melons disparaissaient et, à leur place, s'amoncelaient, débordant jusque sur la croupe des chevaux, de pesantes charretées de foin odorant. Avec ce temps-là, le foin sera beau, dit le vieux, qui était venu s'asseoir à côté de Lévin. C'est du thé, pas du foin. On n'a pas plus de mal à le ramasser qu'à verser le grain au canard, ajouta-t-il, en montrant les melons entassés sur les chariots. On en a rentré une bonne moitié depuis le dîner. C'est la dernière ? Cria-t-il à un jeune homme qui, debout devant le devant d'une télègue, passait devant eux en agitant les brides de chanvre de son cheval. « Oui, père, » répondit le garçon, en retenant son cheval. Il se retourna en souriant pour regarder une jeune paysanne à l'air enjoué et au teint vif qui, souriante elle aussi, était assise dans la charrette. Il fouetta son cheval et poursuivit sa route. « C'est ton fils ?» demanda Lévin. « Mon dernier, » dit le vieux avec un sourire caressant. « Quel gaillard !»« Rien à dire, c'est un beau gars. »« Il est marié ?»« Oui, ça fait 2 ans, à la Saint-Philippe. »« Il a des enfants ?»« Des enfants ? Ah bien, oui. Pendant tout un an, il a fait mine de ne rien comprendre. Nous lui faisons honte, » répondit le vieux. « Fameux foin, aussi sec que du thé, » répéta-t-il, désireux de détourner la conversation. Lévin observa avec plus d'attention Vania Parmenov et sa femme. Ils chargeaient leur charrette non loin de là. Ivan Parmenov était debout sur la voiture, attrapé, égalisé et piétiné d'énormes tas de foin que sa jolie jeune femme lui tendait d'abord par brassée, puis au bout d'une fourche. La jeune femme travaillait avec aisance et gaieté. Le foin entassé ne se laissait pas pénétrer tout de suite par la fourche. Elle le démêlait, y piquait sa fourche, puis d'un mouvement souple et rapide, pesait dessus de tout le poids de son corps. Aussitôt après, elle se cambrait en arrière, se redressait, avançant sa poitrine ferme recouverte d'une chemise blanche, entourée d'une ceinture rouge, empoignait adroitement sa fourche à 2 mains et jetait le tas de foin dans la charrette. Ivan, visiblement désireux de lui épargner la moindre minute de travail inutile, attrapait à plein bras le foin qu'elle lui tendait et le répartissait dans la charrette. Après avoir ratissé les dernières herbes, la jeune femme secoua les brindilles qui lui étaient entrées dans le cou et, ajustant son mouchoir rouge qui avait glissé sur son front blanc, elle se glissa sous la télègue pour attacher la charge.
Yvan lui montrait comment fixer les cordes et, à une observation de sa femme, partit d'un éclat de rire bruyant. L'expression de leurs deux visages laissait voir un amour fort, jeune, nouvellement éveillé. Chapitre 12. La charge était attachée. Yvan sauta à terre et prit la bride de son cheval, une bête solide et bien nourrie. La femme jeta son râteau sur la charretée et, d'un pas alerte balançant les bras, alla rejoindre le groupe des femmes. Yvan, qui avait débouché sur la route, prit sa place dans le charroi. Les paysannes, le râteau sur l'épaule, vêtues de couleurs vives et échangeant de joyeux propos, marchaient derrière les voitures. Une voix rude entonna une chanson que reprirent, à la fin du couplet, une cinquantaine de voix fraîches, au timbre grave ou doux. Les femmes qui chantaient se rapprochaient de Lévin. Il avait l'impression qu'une nuée orageuse de gaieté s'avançait sur lui. La nuée le rattrapa, l'enveloppa et la meule sur laquelle il était étendu, et les autres meules et les charrettes et toute la prairie avec les champs lointains. Tout lui parut s'animer et s'ébranler au rythme de cette chanson sauvage et triomphante, entrecoupée d'appels, de cris et de sifflements. Lévin fut jaloux de cette gaieté. Il éprouvait le désir de prendre part à l'expression de cette joie de vivre, mais il ne pouvait rien faire. Il devait rester étendu, à regarder et à écouter. Lorsque les chanteuses eurent disparu et que leurs voix se furent évanouies, un sentiment accablant de solitude, d'oisiveté physique, d'animosité envers ce monde envahit Lévin. Quelques-uns des moujiks qui lui avaient le plus âprement disputé le foin, qui l'avaient offensé, ou qui voulaient le tromper, le saluaient maintenant gaiement et n'éprouvaient visiblement pas la moindre rancune, ni le moindre remords. Il ne se souvenait même pas d'avoir voulu le tromper. Tout cela avait sombré dans l'allégresse du travail en commun. Dieu leur avait donné et la lumière du jour et la vigueur physique. L'une et l'autre avaient été consacrées au travail et trouvaient en lui leur récompense. Mais pour qui travaillait-il? Quels en seraient les fruits? C'étaient là des considérations oiseuses et indifférentes. Lévin admirait souvent cette existence et éprouvait un sentiment d'envie pour ces gens qui y participaient. Mais aujourd'hui, sous l'impression que lui avaient faite Ivan Parmenov et sa jeune femme, Lévin, pour la première fois, songea qu'il ne dépendait que de lui de changer cette vie personnelle, artificielle et vide qui lui pesait tant, contre cette vie de travail en commun, si pure et si captivante. Le vieux qui lui avait tenu compagnie était parti depuis longtemps, retourné chez lui. Chacun de son côté. Ceux qui habitaient dans les environs étaient rentrés à la maison, ceux qui venaient de loin s'installaient pour la nuit et préparer le souper. Sans être remarqué, Lévin, allongé sur sa meule, regardait, écoutait, réfléchissait. Les paysans qui étaient restés ne dormirent presque pas pendant cette courte nuit d'été. Au cours du souper, on entendit un bruit joyeux de voix et de rires, puis des chansons et, de nouveau, des rires. La longue journée de travail n'avait laissé d'autres traces que la gaieté. Tout rentra dans le silence un peu avant l'aube. On n'entendait plus que les grenouilles, croissant intarissablement dans le marais, et les chevaux qui s'ébrouaient dans le pré au milieu de la brume qui s'élevait avant le matin. Lévin revint à lui, se leva et, regardant les étoiles, comprit que la nuit était passée. Allons, que vais-je faire? Comment m'y prendrai-je? Se dit-il,
en s'efforçant de donner une expression à tout ce qu'il avait pensé et ressenti pendant cette brève nuit. Tout ce qu'il avait pensé et ressenti se partageait en 3 courants. Le premier était le renoncement à sa vie passée, à sa culture inutile. Ce renoncement lui procurait visiblement une véritable jouissance et ne lui coûtait nulle peine. D'autres réflexions touchaient la vie qu'il voulait mener désormais. Il avait vivement senti la simplicité, la pureté, la légitimité de cette vie et il était convaincu qu'il y trouverait cette satisfaction, cet apaisement et cette dignité dont l'absence se faisait ressentir si douloureusement. Mais le troisième ordre de pensée tournait autour de la façon d'effectuer ce passage de l'ancienne vie à la nouvelle. Et là, aucune représentation claire ne s'offrait à lui. Prendre femme, avoir un travail, être dans la nécessité de travailler, abandonner Pokrovskoye, acheter une terre, devenir membre d'une commune rurale, épouser une paysanne. Comment m'y prendrais-je ? Se demandait-il à nouveau, sans trouver de réponse. D'ailleurs, je n'ai pas fermé l'œil de toute la nuit. Je ne peux avoir les idées nettes, se dit-il. J'éclaircirai cela plus tard. Une chose est certaine, cette nuit a décidé de mon sort. Tous mes anciens rêves de félicité conjugale ne sont que sottises. Il ne s'agit pas de cela. Tout ceci est beaucoup plus simple et plus parfait. Comme c'est beau, songeait-il, en regardant des petits nuages blancs moutonnés qui figuraient au milieu du ciel, au-dessus de sa tête. Une coquille au ton de nacre. Comme tout est merveilleux dans cette nuit merveilleuse. Quand cette coquille a-t-elle eu le temps de se former ? Je viens de regarder le ciel. Il était seulement traversé par 2 bandes blanches. Oui, c'est de cette manière que mes idées sur la vie se sont modifiées imperceptiblement. Il quitta le pré et prit la route qui menait au village. Une brise s'élevait, tout se parait de couleur grise et terne. C'était la minute morose qui précède habituellement le lever du jour, victoire de la lumière sur les ténèbres. Tout contracté par le froid, Lévin marchait d'un pas rapide en regardant par terre. Qu'est-ce que c'est ? Quelqu'un vient, songea-t-il en entendant des grelots, et il releva la tête. À 40 pas de lui, venait à sa rencontre, sur la grande route, envahie par les herbes, une voiture de voyage traînée par 4 chevaux. Les chevaux se pressaient contre le timon pour éviter une ornière, mais le postillon, adroit, assis de côté sur son siège, maintenait le timon au-dessus de l'ornière, de façon que les roues restassent sur le terrain uni. Lévin ne vit pas autre chose et, sans se demander qui pouvait bien arriver, jeta un coup d'œil distrait vers l'intérieur de la voiture. Une vieille femme somnolait dans un coin, mais près de la portière, visiblement à peine réveillée, était assise une jeune fille qui tenait des 2 mains les rubans de sa coiffe de nuit. Sereine et pensive, débordante d'une vie intérieure délicate et complexe, étrangère à Lévin, elle tenait son regard attaché sur le lever du soleil au-dessus de la tête de Lévin. À l'instant précis où cette vision disparaissait, 2 yeux limpides s'arrêtèrent sur lui. Elle le reconnut et un étonnement joyeux illumina son visage. Il ne pouvait se tromper. Ses yeux étaient uniques au monde. Un seul être au monde pouvait concentrer pour lui toute la lumière et toute la signification de l'existence. C'était elle. C'était Kitty. Il comprit qu'elle venait de la situation de chemin de fer, de la station de chemin de fer, et se rendait à Ergoutchov. Et tout ce qui avait agité Lévin pendant cette nuit blanche, toutes les résolutions qu'il avait prises s'évanouirent en un clin d'œil. Il se rappela avec horreur son projet d'épouser une paysanne. Là-bas, dans cette voiture qui s'éloignait rapidement et qui avait passé de l'autre côté de la route. Là-bas était la seule réponse possible à l'énigme qui l'avait torturé tous ces derniers temps. Elle ne se montra plus. Le bruit des ressorts cessa d'être distinct, à peine si l'on entendait encore les grelots. Les aboiements apprirent à Lévin que la voiture avait traversé le village. Il ne resta plus que les champs déserts aux alentours. Le village un peu plus loin, et lui-même, solitaire,
étranger à tout, avançant son compagnon sur la grande route abandonnée. Il regarda le ciel, espérant y retrouver la coquille qu'il avait admirée et qui personnifiait pour lui toute la marche des pensées et des sentiments de cette nuit. Il n'y avait plus rien au ciel qui ressemblât à une coquille. Là-haut, dans les profondeurs inaccessibles, s'était opérée une mystérieuse transformation. On n'y voyait plus trace de coquille, mais un tapis uni de nuages floconneux qui devenaient de plus en plus petits, s'étendait sur toute la moitié du ciel. Le ciel était plus bleu et plus lumineux, et sa réponse au regard interrogateur de Lévin était toujours aussi tendre, mais toujours aussi impénétrable. Non, se dit-il, si belle que soit cette vie de labeur simple, je ne peux plus y revenir. C'est elle que j'aime. Chapitre 13. Personne, à part ses intimes, ne soupçonnait qu'Alexis Alexandrovitch, en apparence si froid et si raisonnable, était atteint d'une faiblesse en contradiction avec tout son caractère. Il ne pouvait voir pleurer une femme ou un enfant. La vue des larmes le bouleversait et lui ôtait ses facultés. Son chef de cabinet et son secrétaire connaissaient cette faiblesse et recommandaient aux solliciteuses de ne pas pleurer, si elles ne voulaient pas compromettre leur affaire. « Il se fâchera et ne vous écoutera plus », leur disait-il. Effectivement, le désarroi ou la vue des larmes mettait Alexis Alexandrovitch se traduisait par la colère. « Je ne peux rien faire pour vous. Je vous prie de sortir », criait-il ordinairement en pareille circonstance. Lorsqu'en revenant aux courses, Anna lui avait avoué sa liaison avec Vronsky et aussitôt, après, se cachant le visage dans ses mains, avait fondu en larmes. Alexis Alexandrovitch, malgré la haine qu'il ressentait pour sa femme, avait été envahi de ce trouble et lui causait toujours les pleurs. Le sachant, et sachant qu'en ce moment l'expression de ses sentiments eût été incompatible avec la situation, il s'était efforcé de contenir toute manifestation, et c'est pourquoi il était resté immobile, sans la regarder. De là lui était venue cette expression rigide de cadavre qui avait tant frappé Anna. Lorsqu'ils furent arrivés à la maison, il l'aida à descendre de voiture, et, se faisant violence, prit congé d'elle avec sa courtoisie habituelle, et prononça des paroles qui ne l'engageaient à rien. Il lui dit qu'il communiquerait le lendemain sa décision. Les paroles de sa femme venaient confirmer ses pires soupçons, lui avaient causé une cruelle souffrance. Les paroles de sa femme, venant confirmer ses pires soupçons, lui avaient causé une cruelle souffrance. Cette souffrance était encore augmentée par cet étrange sentiment de pitié physique que lui avait inspiré la vue de ses larmes. Mais, une fois seul dans sa voiture, Alexis Alexandrovitch, à son étonnement et à sa joie, se sentit entièrement libéré de cette pitié et de ses doutes et des souffrances de la jalousie qui l'avaient torturé ces derniers temps. Il éprouvait le sentiment d'un homme à qui on a arraché une dent longtemps malade. Après la terrible douleur et la sensation qu'on lui extrait de la mâchoire un corps énorme, plus gros que sa tête, le patient, soudain, sans croire encore à son bonheur, sans que ce qui a si longtemps empoisonné son existence, absorbé toute son attention, n'existe plus, et qu'il peut de nouveau vivre, penser et s'intéresser à autre chose qu'à sa dent. C'était ce sentiment qu'éprouvait Alexis Alexandrovitch. La douleur avait été étrange et terrible, mais maintenant elle avait disparu. Il sentait qu'il pouvait se remettre à vivre et à penser à autre chose qu'à sa femme. C'est une femme corrompue, sans honneur, sans cœur, sans religion. Je l'ai toujours su, toujours vu, mais je m'étais efforcé, par pitié pour elle, de me faire illusion, se dit-il.
et il croyait réellement l'avoir toujours vue. Il se remémorait des détails de leur vie passée qui, jadis, lui avaient paru innocents. Maintenant, ces détails lui révélaient clairement qu'elle avait toujours été corrompue. J'ai commis une erreur en liant ma vie à la sienne. Mais cette erreur n'a rien de répréhensible. Aussi, je ne puis pas être malheureux. Ce n'est pas à moi. Ce n'est pas moi qui suis coupable, mais elle, se disait-il. Je n'ai pas à me préoccuper d'elle. Elle n'existe plus pour moi. Tout ce qui l'a touché, tout ce qui touchait son fils, envers qui, du même coup, ses sentiments avaient changé, avaient cessé de l'intéresser. La seule chose qui l'inquiéta encore, c'était de trouver la façon la meilleure, la plus convenable, la plus commode pour lui et par conséquent la plus juste, de se laver de cette boue qu'elle lui avait fait rejaillir sur lui par sa chute, et de reprendre sa vie utile, active et honnête. Je ne puis être malheureux parce qu'une femme méprisable a commis une mauvaise action. Il faut seulement que je trouve la meilleure issue à cette pénible situation où elle m'a mis. Et je la trouverai, se disait-il, le visage de plus en plus renfrogné. Je ne suis pas le premier et je ne serai pas le dernier. Et sans parler des exemples historiques, à commencer par Ménélas dans La Belle Hélène, récemment rappelé à toutes les mémoires, Alexis Alexandrovitch évoqua toute une série de maris du monde qui avaient eu des femmes infidèles. Darialov, Poltavski, le prince Karibanov, le comte Paskoudine, Drame lui-même, un homme si capable, si honnête, Semenov, Tchagouine, Sigonine, mais donc un ridicule injustifié tombe sur ces hommes. Pour ma part, j'ai toujours considéré cela comme un malheur digne de compassion, se disait Alexis Alexandrovitch. C'était faux. Il n'avait jamais éprouvé de compassion pour les infortunes de ce genre, et plus il voyait d'exemples de femmes trompant leur mari, plus il grandissait dans sa propre estime. C'est un malheur qui peut atteindre n'importe qui. Il m'a atteint. Il s'agit seulement de supporter le mieux possible cette situation. Et il se mit à passer en revue les attitudes des hommes qui s'étaient retrouvés dans la même situation que lui. Darialov s'était battu en duel. Dans sa jeunesse, Alexis Alexandrovitch était fasciné par le duel, précisément parce qu'il était physiquement craintif et le savait. Alexis Alexandrovitch ne pouvait imaginer sans terreur un pistolet braqué sur lui. Et de sa vie ne s'était jamais servi d'aucune arme. Cette peur l'avait souvent amené à penser au duel et à envisager l'éventualité qui le contraindrait à s'exposer à un danger. Depuis qu'il avait réussi et s'était assuré une situation solide, il avait oublié depuis longtemps ce sentiment. Mais l'habitude reprenait le dessus et la terreur de sa propre poltonnerie se montrait aujourd'hui si forte qu'Alexis Alexandrovitch envisagea sous tous ses aspects et caressa en pensée l'hypothèse d'un duel, alors qu'il savait d'avance qu'il ne se battrait en aucun cas. Sans aucun doute, notre société est encore tellement barbare, ce n'est pas comme en Angleterre, que beaucoup de gens, et parmi eux tous ceux à l'opinion desquels il tenait par-dessus tout, voient le duel d'un bon œil. Mais quel en est le résultat ? Supposons que je le provoque en duel, poursuivait à part lui Alexis Alexandrovitch, et, se représentant nettement la nuit qu'il passerait après la provocation, et le pistolet braqué sur lui. Il frissonna et comprit que jamais il ne ferait cela. Supposons que je le provoque en duel. Supposons qu'on m'apprenne à viser, que j'appuie sur la gâchette, songeait-il en fermant les yeux, et que je le tue. Il secoua la tête pour éloigner ses pensées stupides. Quel sens cela a-t-il de tuer un homme pour savoir quelle conduite tenir envers ma femme coupable et mon fils ? Il me restera toujours à prendre une décision vis-à-vis d'elle. Et si ce qui est plus vraisemblable, et même certain, c'est moi qui suis tué ou blessé, moi, victime innocente, je serai tué ou blessé, c'est encore plus absurde. Bien plus, une provocation en duel serait de ma part un acte malhonnête. Est-ce que je ne sais pas que mes amis ne me permettront jamais de me battre en duel ? Ils ne permettront pas que la vie d'un homme d'État, utile à la Russie, soit exposée. Alors,
Sachant à l'avance que jamais la chose n'irait loin, j'aurais voulu seulement me parer par cette provocation d'un éclat mensonger. Ce serait malhonnête, hypocrite. Ce serait tromper et les autres et moi-même. Le duel est impossible. Et personne n'attend cela de moi. Mon but est de préserver ma réputation, qui m'est nécessaire pour poursuivre ma carrière sans obstacle. Le service de l'État, dont il avait toujours fait beaucoup de cas, prenait maintenant, aux yeux d'Alexis Alexandrovitch, une importance encore plus grande. Après avoir envisagé et écarté le duel, Alexis Alexandrovitch songea au divorce, l'autre issue choisie par quelques-uns des maris auxquels il songeait. Repassant dans son souvenir tous les cas célèbres de divorce, ils étaient fort nombreux dans la société la plus distinguée, Alexis Alexandrovitch n'en trouva aucun où le but du divorce fut celui qu'il se proposait. Dans chacun de ces cas, le mari avait ou cédé ou vendu sa femme, et c'était justement la partie que sa faute privait du droit au mariage qui contractait un simulacre d'union prétendue légitime avec un prétendu époux. Quant au divorce légal qui aboutissait au bannissement pur et simple de la femme infidèle, Alexis Alexandrovitch voyait qu'il ne pouvait pas y recourir. Les conditions complexes de sa vie ne lui permettraient pas de faire appel à ces preuves grossières qu'exigeait la loi pour établir la culpabilité de la femme. Le fameux raffinement de cette société qui lui interdisait de faire usage de ses preuves. Si preuves il y avait, passer outre lui passait plus bas que sa femme dans l'opinion du monde. La demande en divorce ne pouvait conduire qu'à un procès scandaleux, aubaine pour ses amis qui en profiteraient pour le calomnier et rabaisser sa position dans le monde. Son but principal, faire face à la situation avec le moins de dérangement possible pour lui, n'était donc pas atteint non plus par le divorce. En outre, s'il divorçait, ou si seulement il intentait une action en divorce, il était évident que sa femme romprait toute relation avec son mari et vivrait avec son amant. Or, au fond de son âme, malgré le mépris total, croyait-il, et indifférent qu'il avait pour sa femme, Alexis Alexandrovitch conservait un sentiment, la crainte qu'elle pût s'unir à Vronsky sans obstacle, que sa faute lui fût profitable. Cette seule pensée exaspérait tellement Alexis Alexandrovitch que, rien qu'à y songer, il poussa un grognement de douleur, se leva, changea de place dans sa voiture et, les sourcils froncés, s'absorba longtemps à envelopper d'un plaid moelleux ses jambes frileuses et décharnées. Le divorce mis à part, on pouvait encore faire comme Garibanov, Paskoudine, et ce bon drame, se séparer, poursuivit-il lorsqu'il fut calmé. Mais cette mesure présentait les mêmes inconvénients que le divorce, et surtout, elle jetait sa femme dans les bras de Vronsky. Non, c'est impossible. Impossible, dit-il tout haut en recommençant à s'entortiller dans son plaid. Je ne peux pas être malheureux, mais ni elle ni lui ne doivent être heureux. Le sentiment de jalousie qui l'avait tourmenté tant il était dans l'incertitude avait disparu avec la douleur. Lorsqu'on lui avait arraché la dent, lorsqu'Anna avait parlé, mais ce sentiment avait fait place à un autre. Il désirait non seulement que sa femme ne triomphât pas, mais qu'elle ne reçût la rétribution de son crime. Il ne s'avouait pas ce sentiment, mais du fond du cœur, il souhaitait qu'elle souffrît pour l'atteinte qu'elle portait à sa tranquillité et à son honneur. Après avoir passé de nouveau en revue tous les aspects du duel, du divorce, de la séparation et après les avoir repoussés, Alexis Alexandrovitch fut convaincu qu'il ne restait qu'une seule issue. Garder sa femme auprès de lui, cacher au monde ce qui était arrivé, employer tous les moyens en son pouvoir pour faire cesser cette liaison et surtout, il ne l'avouait même pas, la châtier. Il faut que je lui fasse part de ma décision. Je lui dirai qu'après avoir réfléchi à la situation pénible où elle a mis notre famille, tout autre issue que le statu quo actuel serait pire pour les deux parties, et que je suis prêt à l'observer, mais à la condition expresse qu'elle se conforme à ma volonté, c'est-à-dire qu'elle rompe toute relation avec son amant. Pour confirmer cette résolution, déjà irrévocablement prise, Alexis Alexandrovitch s'avisa d'une autre argumentation. Ce n'est que de cette façon que j'agis en accord avec la religion, se dit-il. Ainsi,
Je ne rejette pas de s'amender, et même, quelque pénible que cela soit pour moi, je consacre une partie de mes forces à son rachat et à son salut. Quoiqu'Alexis Alexandrovitch sût qu'il ne pouvait avoir aucune influence sur sa femme, que toutes ses tentatives n'aboutiraient qu'au mensonge, quoiqu'en vivant ces minutes douloureuses, il n'eût pas pensé une seule fois à chercher un appui dans la religion. Maintenant que sa décision coïncidait, du moins il le croyait, avec les exigences de la religion, cette sanction lui procurait une pleine satisfaction et un apaisement partiel. Il lui était agréable de penser que, même dans cette circonstance si grave, penser qu'il ne pourrait dire qu'il n'avait pas agi conformément aux principes de cette religion dont il avait toujours brandi bien haut le drapeau au milieu de l'indifférence générale. En y réfléchissant, Alexis Alexandrovitch ne voyait même plus pourquoi ses rapports avec sa femme ne pouvaient rester, à peu de choses près, les mêmes que par le passé. Sans doute, il ne pourrait jamais lui rendre son estime, mais il n'y avait et il ne pouvait y avoir aucune raison de désorganiser sa vie et de souffrir parce que sa femme était infidèle. Oui, avec le temps qui arrange tout, nos rapports redeviendront ce qu'ils étaient, se dit Alexis Alexandrovitch, c'est-à-dire tels que je ne sentirai plus de dérangement dans le cours de mon existence. C'est elle qui doit être malheureuse. Moi, je ne suis pas coupable, donc je ne puis pas être malheureux.